Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la vérification des sections massives de R-section dans RFM6, présenté par Global Software. Je suis Milan Gérard, le présentateur de ce webinaire aujourd'hui. Je suis diplômé de l'école d'ingénieurs Polytech Lille, spécialiste en béton armé. Et vous me connaissez sûrement à travers des supports techniques, puisque je suis ingénieur support technique au sein de Global Software. Je serai accompagné de Damien Tonnet. Bonjour à tous, donc je suis Damien Tonnet, ingénieur support technique, maintenant depuis presque 8 ans et je suis également ingénieur structure, diplômé de l'ANSTIB et je pourrai répondre tout au long de ce webinaire à vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Super, merci Damien. Donc, on va tout de suite masquer nos caméras pour pouvoir vous présenter l'interface de la plateforme sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez donc afficher ou masquer la plateforme avec la flèche orange qui est ici en haut à gauche. Et vous avez donc la zone dédiée dans laquelle vous pouvez poser vos questions et Damien pourra vous y répondre tout au long de ce webinaire. Également, pour tout réglage audio, vous pouvez modifier les paramètres également dans la plateforme. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec notre logiciel de création de sections R-section ainsi qu'avec notre logiciel d'analyse aux éléments finis RFM6 dans l'objectif de vous expliquer comment vérifier des sections massives de n'importe quelle forme dans R-section et dans RFM6. Donc tout d'abord, on verra les possibilités de création de sections. Donc, c'est le premier point, avec différentes possibilités directement de dessin ou d'import de contours DXF, par exemple. On verra ensuite, dans un second temps, les armatures que l'on va définir pour ce type de section, donc les armatures longitudinales et les armatures des forts tranchants, les cadres. On verra ensuite l'import des sections qu'on a réalisées dans RFM6 pour pouvoir ensuite, à l'aide d'un exemple de barre, vérifier une section avec le module complémentaire vérification du béton. Très bien, donc on va tout de suite commencer le webinaire en allant sur le logiciel R-section. Donc ici, vous voyez sur mon écran le logiciel qui apparaît, qui est vide. On va donc tout de suite créer un nouveau modèle. Je peux aller dans le menu Fichier, Nouveau. Voilà, on va avoir une boîte de dialogue qui apparaît pour définir les données d'entrée de la création d'un nouveau modèle. Donc, on peut définir le nom du modèle. Ici, ça va être notre première section. On va l'appeler donc R section 1. On peut définir également une description, mais c'est facultatif. Et au niveau du nom de la série, on va bien définir un emplacement dans notre Global Center. Vous voyez ici, par exemple, plusieurs dossiers sur mon PC qui sont enregistrés. On va sélectionner donc dans Formation en ligne webinaire. Voilà le dossier que j'ai sélectionné pour pouvoir ensuite le retrouver après dans RFM6, ma section. Très bien. Au niveau des options, ici en bas à gauche, on va bien faire attention à activer la troisième option ici, armature pour le béton. En effet, c'est cette option qui va nous permettre de pouvoir définir des cadres d'armature ainsi que des armatures longitudinales dans la suite du webinaire. Donc, en ayant activé cette option, vous voyez qu'on a un nouvel onglet paramètres pour les armatures qui apparaît. Pour bien vous montrer, si je désactive, voilà, l'onglet disparaît et en activant, on a bien l'onglet paramètres pour les armatures. Donc, je peux cliquer dessus et j'ai ici des données, notamment sur l'enrobage et la numérotation des points et des lignes d'enrobage que je vais vous détailler plus tard. Mais en ayant ici bien les paramètres pour les armatures, je suis sûr d'avoir ensuite dans mon interface de R-section de nouvelles entrées pour les navigateurs, les tableaux et les boîtes de dialogue conformément à la disposition des armatures en béton dans les sections.
OK, on va laisser l'enrobage par défaut de 3 cm ici et on peut tout simplement cliquer sur OK pour démarrer notre nouvelle section. Ici, on a l'interface qui s'affiche avec une grille en arrière-plan. Si on regarde tout de suite dans le navigateur qui se situe à gauche, on voit qu'on a une flèche pour les matériaux. Donc, si on clique sur la flèche pour développer la liste des matériaux, on voit qu'on a des matériaux qui sont chargés depuis les derniers modèles sauvegardés. Donc, puisque j'ai déjà créé moi des modèles dans R-Section, j'ai les matériaux ici qui apparaissent sur ces derniers modèles. Donc, pour vous montrer à partir de 0 comment on définit des matériaux, on va supprimer tous les objets de base. Je peux donc faire un clic droit sur objet de base, tout supprimer. Souhaitez-vous vraiment supprimer tous les objets? On peut cliquer sur oui et on voit que la liste s'est réinitialisée. Et maintenant, je peux vous montrer comment créer un nouveau matériau. Donc, dans la liste matériaux, je peux faire un clic droit sur l'élément et j'ai ici le menu contextuel pour modifier ou ajouter des matériaux. On va cliquer sur Nouveau matériau et on a une boîte de dialogue qui apparaît. Ici, vous avez les propriétés de base du matériau qui ne sont pas encore renseignées. Donc, pour avoir facilement les propriétés, je peux venir cliquer ici sur Importer depuis la bibliothèque de matériaux pour utiliser la bibliothèque de R-Section. On voit ici des filtres qui sont utilisés qui permettent de mettre à jour notre bibliothèque. Si je sélectionne ici tout, voilà, on voit une large bibliothèque de matériaux disponibles. Donc, je peux utiliser les filtres pour mettre à jour ma bibliothèque en fonction de ce que je recherche. Je sélectionne par exemple la région Union européenne, le type de matériau béton, donc le premier de la liste, et j'ai bien ma liste qui se filtre. Et ici, sur le béton C, je vais pouvoir choisir par exemple le béton C3545. Et je clique sur OK. Et là, j'ai bien les propriétés de base de mon matériau qui apparaissent. Comme aujourd'hui, on est sur la vérification de section en béton armé, on va bien avoir le matériau béton et on va aussi avoir un matériau d'armature. Donc, je vais cliquer ici tout en bas à gauche sur le petit bouton avec l'étoile jaune pour créer un nouveau matériau. Voilà, et je peux recommencer en venant chercher ici dans la bibliothèque de matériaux. Cette fois-ci, le type de matériau, ce sera acier de béton armé, l'avant-dernier de la liste. Je peux même donner un sous-type de matériau puisque on va différencier acier de béton armé et acier précontraint. Donc, je prends bien acier de béton armé. Et dans la première liste, je vais sélectionner ici B500SA. OK, je valide et j'ai bien les propriétés de matériau. OK, je valide la boîte de dialogue et j'ai bien mes deux matériaux qui sont présents dans le navigateur. Maintenant, on va passer à la géométrie de notre section. On va utiliser pour cela le plan de travail YZ de coupe de section qui est affiché ici avec des points sur lesquels on peut s'accrocher. On va modifier cette grille ou du moins on va vérifier les paramètres de cette grille pour voir les espacements entre les points. Donc, pour vérifier, on a ici le bouton afficher la grille qui nous permet voilà, d'afficher ou de masquer la grille ici dans la barre d'état. Je peux faire un clic droit dessus et cliquer sur modifier. Voilà, j'ai ici les paramètres de la grille avec notamment l'espacement qui est par défaut à 20 mm. On va modifier ici à 100 mm, donc 10 cm en B et en H dans les deux directions. Et on clique sur OK. Voilà, on a la grille de travail qui s'est un peu agrandie. Notre contour de section, on peut tout simplement le créer directement avec l'outil de ligne, ici, qui est dans la barre d'outils, nouvelle ligne, je peux cliquer dessus. J'ai la boîte de dialogue qui, ici, interagit et synchronisée avec ma sélection de la grille de points. Je vais sélectionner ici un point en partie supérieure gauche, donc par exemple moins 600, moins 200, et je peux dessiner de cette façon ma section. Voilà, donc si je zoome un peu, je vois que j'ai une continuité de lignes qui est en train de se créer. Donc je peux sélectionner un point, voilà, et ici j'ai bien les coordonnées, je peux vérifier et créer ma section en cliquant sur les points de façon continue, les uns après les autres. Voilà, ici on va retourner. Voilà. On va sélectionner en bas à gauche et ici en symétrie, voilà.
Et pour valider la section, je vais bien resélectionner ici le premier point et je peux faire un clic droit pour arrêter la continuité de ma ligne. Et là, je pourrais créer d'autres lignes, ainsi de suite. Je peux faire un deuxième clic droit pour quitter la fonction de création de ligne. Donc, j'ai juste dessiné mon contour de section. Pour l'instant, il me manque la pièce à définir, donc la section. Pour rappel, vous voyez ici des éléments qui sont dans le navigateur. On a la pièce qu'on va définir ici pour notre section et on a aussi les éléments. Donc, les éléments, c'est les objets qui ont été utilisés dans l'ancien programme de création de sections à parois minces Shepsine, donc qui permettait de créer des éléments avec une épaisseur et une longueur pour ensuite vérifier les sections à parois minces. Et les pièces étaient les objets utilisés plutôt dans l'ancien programme de création de sections massives, Shep Massive. Donc on avait Shepsine et Shep Massive, deux programmes différents. Et maintenant, on retrouve les deux types d'objets dans un seul et même programme R-section, donc qui permet aussi bien de faire des sections massives, qui est le sujet d'aujourd'hui, que des sections à parois minces, par exemple. Donc nous, on ne va pas s'occuper des éléments, on va s'occuper juste d'une pièce pour notre contour de section. On peut faire un clic droit sur la pièce, nouvelle pièce, et cliquer ici sur ligne de contour. J'ai ici un matériau qui est automatiquement sélectionné, donc le béton, et je peux sélectionner les lignes de contour en cliquant sur ce bouton, sélectionner graphiquement les lignes de contour. Là, je vais tout simplement faire une sélection lasso de l'ensemble des lignes que j'ai dessinées. J'ai bien les lignes numéro 1 à 8, je peux valider. Et ici, dans la boîte de dialogue, je peux valider mes lignes de contour et on voit que la section a bien été prise en compte en béton. Donc, on voit la section massive. Voilà, je zoome un peu pour vous montrer. Et on voit également des lignes en pointillés verts. Donc, les lignes en pointillés verts, elles représentent les contours limites de l'enrobage, donc qui s'est décalé à 3 cm, comme on avait vu au début de la création du modèle dans les données de base. Donc, pour vérifier que c'est bien à 3 cm, je peux regarder ici le point numéro 1 que j'ai créé. Je l'avais créé à l'abscisse à l'ordonnée Y à moins 60 cm. Et si je regarde le point bleu ici en dessous, je suis bien à 57 cm. Donc, j'ai bien décalé de 3 cm l'enrobage par défaut. Donc, ces points bleus, ça va également, donc ils sont automatiquement générés aux extrémités des lignes d'enrobage. Voilà, vous les voyez à chaque fois. Et elles vont permettre de définir les contours de cadre. Donc, vous les avez aux extrémités des lignes et également dans le prolongement. Par exemple, cette ligne ici, si on avait un prolongement de cadre, on a bien un point bleu ici qui apparaît pour pouvoir définir un contour de cadre pour des sections de ce type. OK. Donc, voilà quelques premières explications. Si on continue, on peut également vous montrer la création d'ouvertures sur ce type de section. Donc, on va venir ici, toujours dans la barre d'outils, on a les options de création d'ouverture. Je vais choisir ici l'ouverture de type rectangle, par exemple. Je vais sélectionner n'importe quel nœud ici, en diagonale, en un premier nœud, et un nœud en diagonale à l'opposé. Et une fois que je valide les deux nœuds, je peux faire un clic droit pour quitter. J'ai bien une ouverture qui s'est créée et j'ai bien aussi une ligne en pointillé vert ou des lignes en pointillé vert autour de mon ouverture pour prendre en compte également l'enrobage au niveau de ces ouvertures. OK. Je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais vous montrer une subtilité sur les ouvertures circulaires. Donc, je recommence ici en sélectionnant dans la barre d'outils les ouvertures et je choisis cette fois-ci l'ouverture de type cercle. Je prends le point au milieu par exemple avec un rayon de 100 que je peux rentrer avec mon clavier. Je clique sur Entrée pour valider et j'ai ici mon ouverture qui est créée. Par contre, vous avez vu que les lignes en pointillés vert et les points bleus de contour de cadre ont été automatiquement supprimés. C'est parce qu'actuellement, dans l'état actuel du développement, les enrobages ne sont pas pris en charge pour les formes circulaires. On va devoir donc faire une petite manipulation sur notre ouverture
pour définir non pas des arcs de cercle, mais des lignes droites et prendre en compte une ouverture circulaire discrétisée. Donc, on va sélectionner la ligne de contour. Ici, on peut faire un clic droit dessus, diviser la ligne et on va cliquer sur N points intermédiaires. Donc là, vous pouvez donner le nombre de points que vous souhaitez pour discrétiser l'ouverture. Par exemple, je donne ici 15 points. Je clique sur OK et j'ai bien mon cercle qui est divisé. Maintenant, je vais modifier les lignes parce que si je passe dessus, je suis sur des lignes de type arc et il me faut des lignes de type polyligne. Donc, je peux par exemple passer par le tableau ici en bas, objet de base. Je vais sélectionner le 4e onglet des tableaux, l'onglet ligne, et je vois ici en effet les polylignes et les arcs. Donc, pour modifier, je peux sélectionner soit dans la liste déroulante, ainsi de suite, ligne après ligne, soit je peux cliquer sur F8, voilà, et vous voyez que mes lignes se mettent à jour dans le tableau. Si je descends un peu, voilà, il m'en reste 2. Je clique sur F8 et lorsque je vais valider la dernière ligne, F8, voilà, vous voyez qu'automatiquement les enrobages sont réapparus avec les lignes en pointillés verts et les points bleus après la modification de du dernier arc de cercle en polyligne. Donc voici une petite astuce pour les formes circulaires pour la prise en compte de l'enrobage. OK, on peut ici enregistrer le modèle, par exemple, et on peut passer sur un autre exemple. Donc, on va quitter ici sur la croix ou alors je peux cliquer sur le menu Fichier, fermer. OK. Une autre possibilité, donc, c'est d'importer un contour de section à partir d'un DXF. Donc, on peut aller dans le menu Fichier, Import, et on voit qu'on a une seule possibilité, c'est d'importer DXF. Donc, je clique dessus, je vais sélectionner ici sur mon bureau mon DXF, donc une section de pont. Je clique sur Ouvrir et j'ai une boîte de dialogue qui va me demander quelques paramètres d'import. Donc, notamment, la première option, c'est créer un modèle type DXF pour plus de modifications. C'est ce qu'on va utiliser. Sinon, on aurait la possibilité pour des sections à parois minces, notamment, de créer des éléments automatiquement ou alors d'utiliser les lignes centrales pour aussi créer des éléments. Donc, les deux dernières options plutôt pour les éléments à parois minces. Ici, on va cliquer sur créer un modèle type DXF pour plus de modifications après. Et on va juste bien miroiter la coordonnée en Z, puisqu'en général, dans les DXF, la coordonnée Z est inversée par rapport à R section. On peut cliquer sur OK. On a un rapport d'import et on voit notre contour de section qui est bien sélectionné derrière. On va refaire la même manipulation pour créer une nouvelle pièce. On peut cette fois-ci passer par le menu Insérer pour vous montrer d'autres possibilités. Objet de base. On va bien sélectionner pièce, ligne de contour, graphiquement, et on va cliquer sur Sélectionner des lignes de contour. On a juste une boîte de dialogue qui nous demande de valider le matériau, C3545. On clique sur OK et on peut sélectionner une ligne de contour. Vous voyez que quelle que soit la ligne de contour que je sélectionne, toutes les autres lignes sont automatiquement repérées. Donc, je valide une ligne et vous voyez que le contour de section est automatiquement créé puisque la pièce est un contour fermé et unique. OK. Je peux faire un clic droit pour quitter. On voit que l'enrobage n'est pas encore pris en compte. Lorsque j'importe un fichier DXF, je n'ai pas forcément les paramètres pour le béton qui sont automatiquement activés. Donc, je peux aller modifier cela en cliquant ici sur cette icône de R section dans la barre d'outils, modifier le modèle. On retrouve voilà notre nom du modèle en fonction de notre nom de fichier DXF et on va bien activer l'option armature pour le béton. Et dans l'onglet paramètres pour les armatures, on peut par exemple modifier l'enrobage par défaut à 5,5 cm. On clique sur OK et là, on a bien l'enrobage avec les lignes en pointillés verts et les points bleus qui sont automatiquement générés. On a bien les points bleus qui sont aux extrémités des lignes et on a des points bleus qui sont aussi dans le prolongement des autres lignes. Voilà, pour modéliser tout type de forme de cadre dans ce type de section. OK.
On va passer sur une autre possibilité de création de section. Donc, on va cliquer encore sur Fichier fermé. Voilà, on n'a pas besoin d'enregistrer cet exemple, c'était juste pour vous montrer l'import. Et on va réaliser la dernière section qui va être utilisée après dans RFM. Donc, on va cliquer sur Fichier nouveau. On va définir notre nom de section. Cette fois-ci, on va l'appeler R-section 2, notre deuxième section. On va bien sélectionner ici notre emplacement pour la série de sections, ici webinaire, donc qui est obligatoire pour pouvoir ensuite importer dans RFM6 notre section. Je vous remonte l'activation de l'option armature pour le béton qui me permet d'avoir l'onglet paramètres pour les armatures. Et on va laisser 3 cm par défaut. OK. Donc, jusque-là, c'est un rappel de ce que je vous ai déjà présenté au début. Au niveau des matériaux, normalement, j'ai le même matériau que la dernière section créée. Donc, comme tout à l'heure, C3545 et B500S pour les armatures. Et une autre possibilité, c'est d'utiliser des formes de section déjà de la bibliothèque. Donc, je peux faire un clic droit sur section, nouvelle section. Ici, on a des sections massives qui peuvent être sélectionnées ou alors directement depuis la bibliothèque. Voilà, vous voyez toutes les sections standardisées, apparemment minces, massives et massives composées. Nous, on va utiliser pour ce dernier exemple cette section, la double section en T massive avec des coins chanfreinés. Donc, on clique dessus et on a la main pour modifier les paramètres de la géométrie de notre section. Donc, notamment au niveau de la largeur de la dalle de compression, on va mettre 1200 mm, donc 1,2 m. Au niveau des largeurs des nervures, on va passer sur 200 mm. Et ici, on va passer sur 50 mm de débord. OK. Et l'anthrax entre les deux nervures, on va mettre 600 mm. Très bien. Donc, en définissant des sections ici, on aurait la main par la suite pour modifier la géométrie, tout simplement. Ou alors, on pourrait décomposer pour ensuite modifier la forme et définir nous-mêmes des géométries différentes à partir de cette forme. Donc, nous, on va cliquer sur OK pour conserver la forme de notre section et pouvoir ensuite vérifier ce type de section dans RFM. Donc, une fois que j'ai validé, vous voyez d'ailleurs des cotations pour les sections paramétriques et avec l'enrobage qui est disponible. Au niveau des cotations, on va pouvoir les supprimer. Dans Objet repère, vous voyez toutes les cotations qui sont disponibles. Je peux faire un clic droit sur cotation, désactiver toutes les cotations. OK, très bien. On va maintenant passer à la deuxième partie importante de ce webinaire, la définition des armatures, donc les armatures longitudinales et d'effort tranchant, et on va commencer par les cadres d'armature. Donc, dans le navigateur, on retrouve les cadres et les barres, donc les cadres qui seront utilisés pour les armatures d'effort tranchant et les barres pour les armatures longitudinales. On vous conseille donc de d'abord définir les cadres, puisqu'en définissant les cadres, vous aurez des points supplémentaires d'emplacement pour les armatures longitudinales. On vous montrera après, mais l'ordre de préférence pour la réalisation des sections en béton, c'est d'abord de définir les cadres et ensuite les armatures longitudinales. Donc, on va faire un clic droit ici dans le navigateur sur cadre et on va cliquer sur nouveau cadre. Automatiquement, on a un seul matériau qui peut être détecté, c'est ici les matériaux acier de béton armé. On a les paramètres, donc on va modifier notre diamètre de cadre à 10 mm par exemple, et les diamètres de câble de la courbure se met automatiquement à jour. Au niveau des points, ici on va sélectionner, on peut cliquer ici sur sélectionner graphiquement les nœuds, et on va sélectionner par exemple les angles de la dalle de compression pour définir un cadre dans la dalle de compression. Donc, je vais sélectionner le point ici en haut à gauche, le point en haut à droite, ici en bas à droite et en bas à gauche. Si je m'arrête là, j'ai sélectionné dans l'ordre ici, ici et ici, et du coup, la forme du cadre aura seulement une forme de U. Il faut bien, pour avoir un cadre fermé, que je relie
le point sélectionné au premier point. Donc, je vais resélectionner à nouveau le premier point, le point 514. Et vous voyez que le point 514, il est bien au début et à la fin. Donc, c'est la condition pour avoir des cadres fermés, sinon on aurait seulement un U. OK. On valide et on peut cliquer sur OK pour vous montrer tout de suite. Voilà, on a bien un cadre fermé avec la sélection des 4 points plus le 5e point qui est identique au premier. Également, vous voyez, lorsque je développe la liste cadre, vous retrouverez la liste de tous vos cadres ici dans le navigateur. OK, on va recommencer. On fait un clic droit à nouveau sur cadre, nouveau cadre. Et cette fois-ci, on va définir les nervures. Donc, on va rester sur 10 mm et on va sélectionner ici les points graphiquement. Donc, je sélectionne ici le point numéro 513, ici le point juste en face et je peux sélectionner les points inférieurs de la nervure. Voilà, donc j'ai sélectionné 4 points et je resélectionne bien le premier point, numéro 513, pour avoir un cadre fermé. OK. Et je peux cliquer sur Appliquer et suivant pour passer directement au cadre suivant. Et si je regarde, si je déplace un peu ma boîte de dialogue, vous voyez qu'en cliquant sur Appliquer et suivant, je reste dans ma boîte de dialogue, mais je vois bien les modifications qui ont été apportées à ma section. Donc ici, avec la création de mon cadre. OK, donc je peux continuer. Je vais sélectionner graphiquement la nervure de droite, cette fois-ci, avec les points de contour correspondants. Et je resélectionne bien le premier point à chaque fois. OK, je clique sur OK et on voit ici, voilà, mes cadres d'armature pour ce type de section qui ont été correctement définis. Je vous ai indiqué qu'il fallait bien définir les cadres en premier. En effet, en ayant défini les cadres, on voit des points bleu ciel qui vont pouvoir être sélectionnables pour la définition des armatures longitudinales ensuite. Voilà. Donc là, on a des points bleu ciel et on va pouvoir définir les armatures supérieures dans la dalle de compression en faisant un clic droit cette fois-ci dans le navigateur sur barre et cliquer sur nouvelle barre. Voilà, donc on a une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît également. Quelques explications sur le type de définition. On en a plusieurs de disponibles. Ici, par défaut, c'est multiple uniforme. Donc, on définit des barres régulièrement réparties entre un point de départ et un point d'arrivée. Multiple variable, on définit des barres différemment réparties entre un point de départ et d'arrivée. La troisième option, simple entre deux points, ça permet de positionner une barre librement entre deux points. Et simple point, la dernière option, permet de positionner une barre à un point précis que l'on sélectionne. On va sélectionner ici ce dernier type de définition pour le premier exemple. Ce que vous voyez à côté, c'est les couches qui, par défaut, où on a une seule couche, couche numéro 1 qui est définie. Les couches, elles vont vous offrir des options supplémentaires pour structurer les barres longitudinales, c'est-à-dire les catégoriser et ensuite, dans RFEM, de pouvoir modifier les barres par couche. Donc, nous, c'est ce qu'on va le faire. Ça va être important pour pouvoir ensuite modifier la longueur des barres inférieures, par exemple, et on va définir plusieurs couches. Donc, la première, on va la modifier. On peut cliquer ici sur le bouton avec le doigt pour modifier la couche. On va juste la renommer. On va l'appeler sup comme armature supérieure. Et on va cliquer en bas à gauche sur le bouton avec l'étoile pour créer une nouvelle couche. Ici, on va l'appeler inf. On peut recliquer sur créer une nouvelle couche. Celle-ci, on va l'appeler inf secondaire. Donc, on aura des armatures inférieures sur un second lit. Et si on crée une nouvelle couche à nouveau, la dernière couche numéro 4, on va l'appeler latérale pour définir les armatures latérales. OK, on valide tout simplement et on verra après l'utilisation de ces couches au fur et à mesure. Donc, on va rester pour l'instant sur les armatures supérieures. Donc, on sélectionne la première couche et on doit sélectionner ici graphiquement le point de début pour notre barre. Et ici, on sélectionne le point, par exemple, en haut à gauche, le point numéro 532, et on peut cliquer sur Appliquer et suivant.
Si je décale un peu ma boîte de dialogue, vous voyez bien une barre d'armature définie ici. OK, on continue. On va sélectionner graphiquement le point suivant. Donc en haut à droite, ici, le point 533. On clique sur Appliquer et suivant. On va sélectionner le point en bas à gauche, ici. OK, on clique sur Appliquer et suivant. Et enfin, je resélectionne graphiquement le point et je sélectionne ici le point 538. Vous voyez que les 3 armatures longitudinales précédemment définies sont bien visibles. Là, je peux sélectionner le dernier point et cliquer sur OK. Voilà, donc on retrouve bien les armatures qu'on vient de définir et également dans la liste déroulante, dans la liste du navigateur, je peux vérifier que j'ai bien 4 barres d'armature qui sont définies. OK, on va continuer. Donc, on va recommencer un clic droit dans le navigateur, nouvelle barre. Et cette fois-ci, on va choisir le type de définition multiple uniforme. On reste sur la couche supérieure et on va sélectionner graphiquement 2 points. Donc, on peut cliquer sur la petite icône ici avec le symbole 2 fois pour sélectionner graphiquement les points de début et de fin. Et ici, on va sélectionner le point 545 et 546, donc les 2 points supérieurs de la nervure. Pour voir les modifications, je peux déplacer la boîte de dialogue comme je l'ai fait précédemment, mais je peux également utiliser l'interface ici en cliquant sur ce bouton « Basculer entre une image dynamique et statique ». Voilà. En basculant ici, on a une visualisation directe des paramètres qu'on est en train de modifier. Donc, par exemple, si je passe le nombre de barres à 3, on voit directement la conséquence dans notre section de ce que l'on apporte. On va modifier, on va rester sur 2 et on va cliquer sur OK. Voilà, donc on a bien les armatures qui sont définies. Pour vous montrer aussi d'autres possibilités, c'est d'utiliser le tableau en bas de l'interface, ici dans Objet de base. On peut sélectionner le dernier onglet, l'onglet barre, et on retrouve aussi ici la liste de nos éléments. Donc, par exemple, la dernière armature qui correspond à la ligne numéro 5, je peux faire un clic droit dessus et cliquer sur copier la ligne. De cette façon, j'ai une 6e armature et je peux modifier les points directement dans les colonnes du tableau début et fin. Donc, je vais cliquer ici sur la petite icône pour sélectionner graphiquement le point. Donc, je sélectionne ici. OK, vous voyez que les armatures se mettent à jour entre le point ici et ici. Et je sélectionne le point de fin ici dans le tableau et je sélectionne ce point. Et là, j'ai bien les armatures qui sont mises à jour entre mes 2 nouveaux points de référence. OK. On va recommencer avec le navigateur. Donc, on refait un clic droit dans le navigateur et on clique sur Nouvelle barre. Cette fois-ci, on va choisir le type de définition multiple variable. Voilà, toujours sur les armatures supérieures. Et on va cliquer sur le bouton pour sélectionner graphiquement les points de début et de fin. Et cette fois-ci, ça va être les points à l'intérieur, dans la partie du milieu. Donc, je vais prendre le point ici à gauche de référence, le point 546, et le deuxième point de référence ici, 558. OK. Pour voir les modifications que j'effectue, je peux recliquer sur le bouton « Basculer entre une image dynamique et statique ». Voilà, je vois ici mes 2 barres d'armature qui vont être créées. Donc, elles ne sont pas au milieu et pas au nombre suffisant. Donc, je vais modifier le nombre de barres à 4. Voilà. Et pour bien les mettre au milieu, je peux modifier les distances ici. Donc, la distance axiale par rapport au premier point, ce sera 35. Et ici, l'espacement, ce sera 150. OK, et du coup, le dernier espacement, c'est bien 35. Donc, on est bien sur une répartition au milieu ici de notre dalle de compression sur les armatures supérieures. On valide et voilà. On va pouvoir passer aux armatures inférieures. Donc, on recommence dans le navigateur, clic droit, nouvelle barre. Donc, bien sûr, je ne suis pas obligé de quitter, mais c'est pour vous montrer les étapes intermédiaires graphiquement, voir les nouvelles barres qu'on a ajoutées. Au niveau du type de définition, on va repasser sur multiple
uniforme et on va bien sélectionner la couche numéro 2, inf. Au niveau des points, on va cliquer sur sélectionner graphiquement les points de début et de fin. Et on va sélectionner ici les points en bas à gauche, le numéro 552 et le numéro 551. Donc, pour avoir les points inférieurs, et on va passer sur un diamètre ici à 20 mm pour les barres d'armature. On clique sur appliquer et suivant et on voit ici les armatures qui ont été définies au niveau inférieur de la nervure. OK, on passe à la nervure de droite. On clique sur sélectionner graphiquement les points de début et de fin. Je peux sélectionner ici le point numéro 565 et 564. OK. Et on a bien, voilà, pour chaque nervure, les armatures inférieures. OK. On va continuer avec des armatures secondaires inférieures. Donc, on refait un clic droit dans le navigateur donné et on clique sur Nouvelle barre. On reste sur Multiples uniformes et on va sélectionner graphiquement le point de début et de fin. Et cette fois-ci, on va sélectionner ici les points sur le côté 554 et 549. On va passer à 3 barres d'armature. Et pour voir ce que l'on modifie, on peut cliquer ici sur basculer entre une image dynamique et statique. Et on voit ici la définition de nos armatures secondaires inférieures. On voit que les barres se chevauchent ou que l'espacement est insuffisant. Du coup, on va définir ici un décalage de 3 cm. Et on a bien, en cliquant ici, la mise à jour de nos modifications. Et ici, on est correctement défini. On peut cliquer sur appliquer suivant et on va passer à la nervure de droite. On va cliquer sur sélectionner graphiquement les points de début et de fin et on passe ici entre le point 567 et 562. Voilà, on est bien ici et on peut cliquer sur OK. Voilà. Ici, volontairement, j'ai oublié de modifier ma couche, par exemple, sur les dernières armatures créées. Je suis sur la couche sup alors qu'elle devrait être sur la 3e couche. Donc, je peux juste simplement et rapidement, avec le tableau, sélectionner dans la liste déroulante la couche qui va bien. Voilà, donc pour vous montrer aussi la définition dans les tableaux qui permet de rapidement apporter des modifications et de contrôler rapidement également votre section. OK. On va définir les dernières armatures latérales. On retourne dans le navigateur données. On fait un clic droit sur barre, nouvelle barre. On va passer sur la définition multiple variable pour la couche numéro 4, donc latérale. On va sélectionner graphiquement le point de début et de fin et on va sélectionner un côté de la nervure, donc le point 543 ici par exemple, et en bas le point 554. OK. On va ici modifier la distance axiale. On va mettre 0 au début. Voilà. On peut cliquer sur basculer entre une image dynamique et statique ici pour voir l'aperçu. On a ici nos barres qui sont au milieu. Donc, on va modifier le décalage qu'on avait défini tout à l'heure à 0. OK. Donc là, on est bien sur le bord. On va modifier le diamètre à 10 mm pour ces barres latérales. Voilà, donc on a bien la mise à jour. Et on va passer à 5 barres d'armature. Donc on peut utiliser la petite flèche et on a bien 5 barres d'armature qui ont été ajoutées entre le point en haut et le point en bas. OK, on valide. Et pour facilement et rapidement copier les armatures qu'on vient de définir, on peut faire un clic droit sur la ligne numéro 12 du tableau, copier la ligne. Voilà, donc ça, ce sera pour la nervure de gauche. Et je peux sélectionner les deux en même temps, refaire un clic droit, copier les lignes. Comme ça, j'ai 4 armatures identiques. Et il ne me reste plus qu'à modifier dans la colonne début et fin la position. Donc pour la ligne numéro 13, je vais cliquer ici sur sélectionner graphiquement le point au début. On va sélectionner le point ici 548 et le point de fin ici en bas. OK, vous voyez les armatures en jaune qui se sont mis à jour et on fait pareil pour les deux dernières.
On sélectionne ici le point numéro 556 et à la fin, le point numéro 567. J'ai ma troisième file latérale d'armature et la dernière file latérale. Je peux sélectionner ici le point de début, 561, et le point de fin, hop, j'ai mal sélectionné, 562. J'ai bien des armatures latérales pour toutes mes nervures. OK, on peut enregistrer le modèle en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre d'outils et on va pouvoir importer la section dans RSection, dans RFM6, pardon. Donc, j'ouvre RFM6 ici sur mon écran. Je vais cliquer tout de suite sur Fichier, Nouveau modèle. Donc, on va faire un exemple très simple d'une poutre. Comme dans RSection, je dois définir mes données de base, donc avec un nom pour mon modèle. On va le nommer ici poutre, tout simplement. On va définir l'emplacement vide pour le projet pour ne pas avoir à l'enregistrer dans le Global Center, par exemple. Et on va bien aller dans le deuxième onglet module, activer la vérification du béton. Donc pour avoir ensuite la vérification de notre section avec les armatures. Dans l'onglet normes, je peux sélectionner ici les annexes nationales françaises pour l'Eurocode 0, l'Eurocode 1 aussi par exemple, et surtout pour l'Eurocode 2 ici. OK, on valide et on a la création de notre nouveau modèle dans RFM. Au niveau du navigateur de données à gauche, c'est pareil, on va voir des données qui sont déjà enregistrées sur nos derniers projets enregistrés. Donc là, ce n'est pas les bonnes données. Je peux faire un clic droit sur objet de base, tout supprimer. Souhaitez-vous vraiment supprimer tous les objets? Je clique sur oui. De toute façon, le matériau va être directement chargé depuis la section RSection que l'on va importer. Donc, on peut directement faire un clic droit dans le navigateur sur section, cliquer sur nouvelle section. Ici, on va cliquer sur importer la section de la bibliothèque. Et donc, on retrouve la même bibliothèque que tout à l'heure dans RSection avec les sections standardisées à parois minces et massives. Et on retrouve aussi la possibilité d'importer depuis RSection. Donc, on clique dessus et on a ici la sélection dans le Global Center qui s'ouvre avec voilà des exemples de sections disponibles. Et donc, dans formation en ligne, si je retourne dans webinaire, on retrouve les deux sections que j'ai enregistrées et je peux double-cliquer sur la deuxième qui m'intéresse pour l'importer dans mon modèle RFM6. Ici, les données de la section sont en train de charger. Voilà, je peux valider. Et si je regarde dans mon navigateur, j'ai automatiquement mes deux matériaux qui sont réutilisés dans ce modèle. On va maintenant créer notre poutre avec cette section. Donc, on peut cliquer sur l'icône correspondante dans la barre d'outils, nouvelle barre simple. On va sélectionner donc dans l'onglet section la seule section qui est disponible, la section qui s'appelle RSection 2, qui provient de RSection. On clique sur OK. On sélectionne ici le point de début et le point de fin pour notre poutre. OK, on fait un clic droit pour quitter et vous voyez les armatures et notre section qui est disponible. D'ailleurs, si on se met en modèle de solide, on voit bien la forme ici pour ce type de section. Et en modèle transparent, on voit également les armatures. On va s'en occuper après pour les armatures. On peut assigner des appuis nodaux. Donc, on clique ici dans la barre d'outils sur les appuis, assigner un appui nodal. On va créer ici un nouvel appui nodal pour bloquer la rotation autour de l'axe de la poutre. Donc voilà, phi de X, on clique sur OK. Au niveau du nœud, on peut sélectionner graphiquement les nœuds sur lesquels on attribue cet appui. Donc ici, le nœud numéro 1, OK. On peut cliquer sur Appliquer et on va définir un appui glissant X pour l'autre extrémité, OK, ici. Voilà. Donc notre poutre est bien appuyée. On va maintenant définir les charges. Par défaut, on a un cas de charge de poids propre qui est défini. On va cliquer ici sur créer un nouveau cas de charge. On peut le nommer comme on le souhaite. Donc ici, charge imposée, par exemple. Et définir une catégorie d'action.
Donc, on va choisir ici une catégorie E, par exemple. Le poids propre est bien désactivé pour ce nouveau cas de charge, puisqu'il est pris en compte dans le premier cas de charge. Et si je vais dans l'onglet combinaison de charge, automatiquement, j'ai 8 combinaisons qui sont générées avec l'ELU et les ELS, les différentes ELS. OK. On va maintenant définir les charges. Donc, je retourne dans la liste déroulante ici. Je sélectionne poids propre. On va sélectionner ici la barre numéro 1 en faisant une sélection lasso, par exemple. Et on va cliquer dans la barre d'outils sur Nouvelle charge de barre. Donc voilà, pour juste appliquer une charge sur le poids propre, donc de 3 kN par mètre, par exemple, on peut cliquer sur Appliquer suivant. Et on définit notre charge pour le cas de charge 2, cette fois-ci de 15 kN par mètre, par exemple. On resélectionne bien la barre numéro 1, OK, et on peut cliquer sur OK. Voilà, on a bien nos charges ici. On peut faire un clic droit d'ailleurs sur la charge pour la réduire au niveau de l'affichage si besoin. Voilà, OK. Et dans la liste déroulante, si je vérifie mes combinaisons qui ont été automatiquement générées, je retrouve mes 2 charges ici. Hop, je vais augmenter. Voilà, avec la cas de charge sur le poids propre et sur le cas de charge numéro 2, qui sont automatiquement pondérés. On va pouvoir enregistrer le modèle ici. OK, donc je l'emplace par exemple sur le bureau. Et on va pouvoir lancer la vérification du béton. Donc, je sélectionne ici, par exemple, le LU. Et dans le tableau vérification du béton, j'ai bien le LU et les ELS qui vont être calculés, avec ici l'objet à calculer, la barre numéro 1. Je peux cliquer ici sur afficher les résultats et j'ai le calcul qui se lance. Donc, les 8 combinaisons d'abord qui vont être calculées et ensuite la vérification du béton. OK. Au niveau des résultats, on va d'abord voir des résultats qui sont disponibles dans l'interface graphique, par exemple. Là, je peux désactiver le panneau de contrôle, par exemple. Au niveau des résultats, donc, on a les résultats de vérification et les résultats d'armature. Pour l'instant, si on regarde juste les armatures, donc on désactive les vérifications, on peut regarder les armatures requises, les armatures longitudinales inférieures et également les armatures prévues inférieures. On voit ici les ratios qui sont en arrière-plan. Je vais réafficher le panneau de contrôle pour augmenter, vous voyez avec la flèche rouge, l'affichage des armatures longitudinales. Voilà, donc on voit ici par exemple, si je me mets en vue -Y, les armatures requises en rouge et les armatures prévues inférieures en bleu, donc qui sont largement suffisantes. On va pouvoir optimiser les armatures, notamment aux extrémités des poutres, pour discrétiser les armatures prévues inférieures. Donc, je peux double-cliquer sur ma barre. Je vais avoir la boîte de dialogue de modification des armatures de barre qui va être disponible avec, je viens ici dans le 3e onglet enrobage de béton où on voit l'enrobage qu'on a défini dans R section. Celui-ci n'est pas modifiable, il est juste à titre informatif et si on souhaiterait le modifier, c'est uniquement dans R section. L'onglet armature des forts tranchants, on retrouve donc nos cadres d'armature avec un espacement par défaut de 30 cm. Donc, on peut passer à 15 cm, par exemple. Voilà, et on voit tout de suite les armatures le long de la poutre qui sont resserrées. On peut également définir plusieurs travées différentes pour les armatures des forts tranchants. Donc, on va sélectionner l'armature ici et on va cliquer ici sur copier la travée d'armature des forts tranchants. Donc, on clique 2 fois pour avoir 3 travées différentes. Ici, la première à la moitié et les 2 autres à chaque moitié de la poutre. On va sélectionner la première et on va modifier la distance pour la mettre au milieu.
Donc ici, lorsque je sélectionne l'armature, je vais modifier la position de la travée de façon relative à 20% du début et 80% de la fin. Voilà, vous voyez en jaune les armatures maintenant au milieu et on va modifier l'espacement à 30 cm au milieu. Voilà, donc vous voyez maintenant 3 travées différentes aux extrémités de la poutre et ici au milieu. OK, on va passer sur l'armature longitudinale. On voit ici donc les 4 couches que l'on a définies dans R-section avec les armatures supérieures, les armatures inférieures secondaires et les armatures latérales. Nous, on va modifier l'armature inférieure secondaire, par exemple, donc ils sont sélectionnés ici, on les voit en surbrillance, et également ici, si je me mets en vue isométrique, on voit qu'elles sont sélectionnées également dans la barre. Et on va pareil modifier l'emplacement à 20% du début et 80% de la fin. OK. Et si on clique sur appliquer, on a bien l'armature voilà, qui se repositionne seulement au milieu par exemple. OK. On va relancer le calcul de la vérification du béton. On peut cliquer ici sur afficher les résultats et on a le module du béton qui recalcule. Les combinaisons, elles, n'ont pas besoin d'être recalculées. Et on voit cette fois-ci nos armatures requises qui ont diminué nos armatures prévues, pardon, qui ont diminué aux extrémités de la poutre puisqu'on a modifié les armatures inférieures secondaires. OK. Dans l'affichage ici, on peut masquer si on le souhaite les armatures pour vraiment se focaliser sur les diagrammes de résultats. Donc on peut aller dans le navigateur affiché ici et cliquer sur décocher type pour la vérification du béton. Donc dans ce cas-là, ça masque toutes les armatures. Et on peut passer ici en modèle filaire et on a une lecture assez propre, assez lisible des ratios de vérification ou des ratios d'armature. Au niveau du navigateur de résultats, on retourne ici sur le 4e navigateur, voilà résultat. On peut désactiver l'affichage de résultats des armatures et afficher les vérifications, donc notamment l'état limite ultime ici, et désactiver l'enveloppe du ratio par exemple, pour voir le ratio maximal le long de la poutre à l'ELU. Donc d'ailleurs, vous voyez que vous n'avez que des résultats à l'ELU disponibles pour ce genre de section. Le calcul à l'état limite de service est en développement pour les sections qui proviennent de R-section. Ici, pour l'ELU, donc on a le résultat graphique et on a également la valeur qui apparaît dans le tableau ici de 0,523 avec le type de vérification résistance de la section. Donc si on double-clique dessus, on a les détails de vérification, voilà, qui apparaissent dans une boîte de dialogue avec le torseur des efforts internes utilisés. On peut également afficher les diagrammes dans la section en sélectionnant dans la barre d'outils en haut à gauche, ici, diagramme dans la section. Et on voit ici nos armatures, nos contraintes dans le béton et nos contraintes dans les armatures. Au niveau des armatures, vous voyez d'ailleurs qu'ici, à gauche, on est à la position 2 mètres du début de la barre. À gauche, on n'a donc pas d'armature inférieure secondaire qu'on a modifiée. Donc, si on souhaite regarder les armatures ici, on va décaler un peu notre boîte de dialogue. Voilà, ici également. Et on va sélectionner ici la position à droite de 2 mètres, donc au-delà des 20%. Et ici, on a bien les armatures secondaires inférieures, là, le lit des 3 barres d'armature sur chaque nervure qui apparaît avec la contrainte également d'afficher. Voilà, donc on peut ici sélectionner les positions et voir à jour directement les résultats de contrainte dans la section. OK, on peut quitter la boîte de dialogue. Si on revient sur les détails de vérification également, on peut afficher les diagrammes d'interaction en sélectionnant l'option ici. Et lorsqu'on active cette option, on a un onglet diagramme d'interaction qui est disponible avec un aperçu 3D également du diagramme d'interaction entre le moment et les efforts normaux. Et on voit ici, toujours en sélectionnant la position,
la forme du diagramme qui change, que l'on passe à gauche ou à droite. Donc, lorsqu'on est à gauche, on a toujours la même forme. Et ici, en passant à droite des 2 mètres, on est sur une autre forme de diagramme puisqu'on a d'autres armatures qui sont disponibles. Donc, la forme du diagramme dépend des armatures que l'on a en place dans la section. Et si on regarde ici par rapport à l'effort normal, l'évolution du moment par rapport au diagramme d'interaction. Et on voit qu'il va être maximum à 5 mètres. Voilà. Et ensuite, le moment qui rediminue. Voilà un peu pour les résultats. C'est également tout pour cet exemple de vérification et ce webinaire sur les sections massives qui peuvent être définies dans R-section avec leurs armatures. Donc, merci d'avoir suivi. Vous pouvez utiliser nos services en ligne gratuits pour avoir également des propriétés de sections. Vous le voyez sur des sections standardisées. Également des FAQ sur le sujet qui peuvent être disponibles. Et également d'autres modèles à télécharger ou alors le modèle du webinaire qui peut être téléchargeable sur le site internet. Sur nos chaînes YouTube, on a également d'autres webinaires traitant des sujets sur le béton et d'autres domaines possibles avec RFM. Également notre boutique en ligne et la version d'essai disponible sur notre site. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet d'aujourd'hui ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone avec le numéro qui s'affiche ici ou par email à info@global.fr. Merci d'avoir participé au webinaire. Je vous laisserai également remplir une évaluation lorsque vous quitterez le webinaire et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.